Alors merci à toi Eric, merci au tout le comité d'organisation de m'avoir invité aujourd'hui pour discuter de ce problème. Que faire quand une anastomose iléo-anale dysfonctionne? Donc en fait l'idée si j'ai bien compris, de ces questions-réponses, c'est d'essayer de faire une présentation relativement synthétique et courte du problème en faisant quand même à peu près le tour. Donc on va pas faire de longues introductions sur les indications de l'iléo-anal, juste pour vous rappeler quand même la réalité, parce qu'on en discute beaucoup en RCP régulièrement, de ce que ça veut dire qu'une fonction normale quand on a une iléo-anale. Ça, c'est un papier de la Mayo Clinic avec près de 2000 iléo-anales qui ont été inclus, un papier qui est relativement récent, qui date de 2017. Et vous voyez à un an de l'intervention les scores moyens de résultats fonctionnels. Et donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est 5 à 6 selles par 24 heures, dont 1 à 2 la nuit, avec des selles qui sont semi-liquides et sans incontinence, sans impériosité. Ça, c'est le résultat moyen. Il y a beaucoup de patients qui ont un meilleur résultat que ça, puis il y a les patients dont on va discuter aujourd'hui qui ont un moins bon résultat que ça. Et donc la première chose, c'est voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire chez ces malades quand on n'est pas dans cette normalité, quand ça va moins bien que ça, et on va essayer d'aller un peu plus loin que le simple regretter d'avoir proposé la IA pour vous, ou regretter de l'avoir fait pour moi. Ce qu'on ne va pas discuter aujourd'hui, parce qu'évidemment c'est des problématiques très spécifiques, et peut-être un peu chirurgical, et ça va être un peu rébarbatif si on en parle, c'est les malfaçons chirurgicales, parce qu'il y en a évidemment, des twists du réservoir, des réservoirs trop petits, des réservoirs un peu ésotériques, les réservoirs en R, les réservoirs en K, c'est un peu technique à réaliser, les fistules anastomotiques évidemment, donc ça c'est très spécifique à la chirurgie, on ne va pas en parler aujourd'hui, les Crohn du réservoir, c'est très déprimant et c'est très spécifique, et puis les complications néoplasiques, c'est encore plus déprimant et encore plus spécifique, et donc on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre quand même s'il n'y a pas un problème qu'on va pouvoir régler de façon relativement simple, et on va avoir un certain nombre d'examens qui vont être à notre disposition, et l'examen clé, la première chose à faire, ça va être une endoscopie, une putschoscopie. C'est ce qui est recommandé dans ECHO, c'est ce qu'on fait en pratique, c'est ce qu'on propose tous relativement rapidement dès qu'on a un résultat fonctionnel qui est considéré comme non satisfaisant, soit par nous, soit par le patient. Et puis on va discuter un peu plus tard dans la présentation des autres examens qu'on va pouvoir faire. Donc évidemment, pour pouvoir discuter de ça, je me suis permis quand même de rappeler rapidement ce que c'était qu'une putschoscopie normale. Donc ça, c'est un réservoir en J normal, avec donc, vous le voyez, une anastomose en bas, une anastomose iléo-anale, donc entre la pointe du réservoir et l'anus ou le très bas rectum. On reviendra sur ce problème dans quelques diapositives, avec une anastomose qui est normalement évidemment non sténosée, non ulcérée et qui admet parfaitement l'endoscope. On a au sein du réservoir ici en B, donc les deux jambages de l'intestin grêle avec la ligne d'agrafe devant, la ligne d'agrafe derrière. Je crois qu'il n'y a plus aucun centre qui font ces deux sutures intergrêles manuellement. Maintenant, c'est toujours des agrafes. Le corollaire de ça, c'est qu'il est possible qu'il y ait des ulcérations le long de ces agrafes en putschoscopie, ulcérations qui sont normales et non pathologiques. On a au sommet du réservoir ici, par définition, une anse borgne, qui est le bout du J, et qui est donc borgne en endoscopie. Il peut y avoir quelques petites ulcérations, mais pas grand-chose. Et puis évidemment une anse afférente qui est, normalement, il faut l'espérer, non inflammatoire, normale et non sténosée. Alors évidemment, le premier problème le plus fréquent, c'est la pochite. Pochite qui va arriver un peu comme un tonnerre au milieu d'un ciel bien dégagé, où donc d'un coup le patient nous dit bah, alors ça allait très très bien, j'avais une selle par 24 heures, c'était magnifique, et puis là d'un coup c'est la catastrophe, je fais 17 selles par jour, c'est l'horreur. Et donc le premier diagnostic évidemment pochite, le plus souvent avec des douleurs, parfois des rectorragies, vous le savez bien sûr, je ne vais pas vous faire un cours sur la pochite, vous connaissez ça, je pense, j'espère, mieux que moi, une inflammation de l'ensemble du réservoir iléal avec des potentielles ulcérations, ça peut même aller beaucoup plus loin que ça. Évidemment, un diagnostic qui va être un peu embêtant, c'est celui du diagnostic différentiel, celui du Crohn du réservoir, où normalement on a une atteinte, on pourrait avoir en faisant le diagnostic, au-delà de l'histologie, une atteinte de l'anse afférente qui va être longue. Attention, on peut avoir en particulier, si on a une pochite associée
à la colonite sclérosante primitive une atteinte relativement courte de l'os afférente qui remonte au-dessus du réservoir et qui ne met pas en péril le diagnostic de pochite normal. Je vais vous passer très rapidement sur le traitement de la pochite. Enfin, vous savez qu'en première intention, des antibiotiques qu'on va laisser un peu plus longtemps si ça ne va pas, qu'on va proposer en alternance, et puis après, on va monter dans des traitements qui sont plus complexes si on a des pochites réfractaires ou qui deviennent chroniques. Une complication qui est parfois un peu difficile à comprendre quand on discute avec un certain nombre de gastro-entérologues, c'est la queufite. La queufite, c'est une complication qui est spécifique à une technique, c'est spécifique à l'anastomose iléo-anale mécanique. Il n'y a jamais de queufite dans l'anastomose iléo-anale manuelle. Pourquoi ? Parce que techniquement, je ne vais pas vous faire un cours de chirurgie très technique, mais techniquement, il est nécessaire et impératif pour un chirurgien qui fait une anastomose iléo-anale mécanique de laisser un petit peu de rectum, un moignon rectal. Sinon, ce n'est pas possible de faire l'anastomose sur le plan technique. Et donc, par définition, il ne peut pas y avoir de queufite sur une iléo-anale manuelle. Et ce cuff, donc en anglais, cette manchette de chemise, hein, qui résume très bien la situation, c'est un rond de rectum, de muqueuse rectale résiduelle qui peut être donc de la RCH résiduelle. Évidemment, la meilleure chose pour prévenir la queufite, c'est une anastomose iléo-anale mécanique bien faite. Et ce que recommande ECHO, c'est une anastomose, un cuff, donc une rondelle de rectum restante de moins de 2 cm. Et c'est techniquement très difficile à obtenir. Et donc, c'est un des points de qualité importants. Comment est-ce qu'on fait si malheureusement, eh bien, on a une queufite qui est symptomatique et qui va poser des problèmes ? Les traitements qui ont été proposés, c'est des topiques. Et on peut discuter, en cas de queufite réfractaire au traitement médical, des traitements chirurgicaux avec globalement 2 techniques qui ont été proposées, soit ce qu'on appelle un pouch advancement, c'est-à-dire que par voie transanale, on va aller faire une mucosectomie de la muqueuse rectale résiduelle, décoller sur quelques centimètres le réservoir, utiliser l'élasticité de ce réservoir et de l'intestin grêle pour le rabaisser de 2-3 cm et refaire une anastomose manuelle sans avoir à refaire toute l'anastomose par voie abdominale. Ça a été proposé il y a quelques années, mais je fais 2 fois. C'est assez difficile, mais c'est possible. Et puis évidemment, si jamais on n'arrive pas, on peut tout à fait faire une redo anastomose avec une mucosectomie, une anastomose manuelle. Les sténoses, ça va concerner presque jusqu'à 40% des patients dans une méta-analyse qui a été publiée cette année, il y a quelques semaines, dans Disease Colon and Rectum, et 2 localisations qui sont très différentes dans leur prise en charge. L'anastomose iléo-anale en elle-même, donc l'anastomose entre le réservoir et l'anus, où là, la prise en charge peut être relativement simple, quoique parfois rébarbative, donc c'est dilatation sous anesthésie générale par le chirurgien, et puis on va apprendre aux patients à faire des autodilatations, et puis des localisations plus atypiques qui peuvent poser une question sur le diagnostic au niveau du réservoir en lui-même, de l'anse afférente, et là, la putschoscopie, l'IRM a toute sa place. La prise en charge de ces sténos sur les autres localisations, ça va être des dilatations endoscopiques ou ballons, ou de la chirurgie dont on va reparler un tout petit peu plus tard dans cette présentation, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas durer très longtemps. En ce qui concerne les sténoses, on avait proposé avec l'équipe de Beaujon, à l'époque où je travaillais encore là-bas, un certain nombre une stratégie qu'on avait très pompeusement appelée Surgical Step-Up, parce que c'était des Mickey, et donc globalement, on essayait de faire une stratégie de plus en plus agressive en fonction de l'agressivité. Et finalement, la chose la plus fréquente, c'est « Bon, d'accord, en fait, j'ai fait plein d'examens, j'ai fait plein de choses, je suis super content, mais tout est normal, mais mon patient ne va toujours pas bien. » Et là, en fait, c'est la situation la plus fréquente. Et là, on sait qu'il y a une place à des explorations fonctionnelles qui sont encore mal définies, mais il y a des papiers sur le sujet. La défécographie, la déféco-IRM, potentiellement associée à une manométrie, à sa place. La manométrie est difficile d'interprétation dans le contexte, mais il n'empêche que quand on le fait bien chez des patients, on s'aperçoit que près de la moitié des patients ont des troubles de l'évacuation. L'intestin grêle, c'est pas fait pour ça, et donc c'est assez logique. Il y a de l'anisme chez près d'un tiers des patients. Là aussi, c'est à diagnostiquer de manière fine parce que ça va être très accessible à la réhabilitation, à la rééducation, et puis des troubles un peu plus complexes. Le cœur
le cœur de la prise en charge de ces patients qui ont des troubles de la fonction de l'iléo anal sans troubles organiques réels. Ça va être des modifications diététiques, donc on ne va pas avoir le temps de détailler complètement, potentiellement des irrigations rétrogrades et évidemment une rééducation avec du biofeedback. Il y a pas mal de littérature sur le sujet. C'est assez safe quand on le fait au moins 6 mois après l'intervention. Et vous voyez, même si c'est évidemment une évaluation très subjective, en bleu, en orange, une évaluation positive de ce biofeedback sur le résultat fonctionnel dans cette étude du Saint-Marx. Et enfin, pour finir, évidemment, si malgré tout ça ne va toujours pas, eh bien, il est possible de refaire le réservoir, refaire l'anastomose. La chirurgie de reprise de l'anastomose iléo-anale, c'est possible, c'est décrit, c'est rapporté. Il y a une très très belle étude qui a été publiée en 2015 de plus de 500 ridoux iléo-anal. Vous voyez que le point clé, c'est qu'en fait, le chirurgien va tout faire pour ne pas avoir à complètement déconstruire le réservoir, va essayer de régler le problème organique sans avoir à tout refaire. Donc, dans 60% des cas, on arrive à conserver le réservoir initial. Ça, c'est plein de petits schémas très rigolos, pour moi en tout cas, pour comprendre qu'on peut bricoler le réservoir dans tous les sens pour essayer de lever une sténose, régler un problème de fistule, régler un problème de kinking, de capotage. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire. Évidemment, par contre, c'est une chirurgie qui est hautement complexe, qui est associée à une morbidité qui est élevée, qui est 53% des malades, mais un taux de conservation du réservoir à 10 ans qui est très satisfaisante, qui est de l'ordre de 82%. Et puis, enfin, en termes de résultats fonctionnels, puisqu'on parle de refaire une anastomose alors qu'on a des problèmes de fonction, est-ce bien raisonnable? Est-ce que le fait de refaire cette anastomose ne va pas péjorer de manière définitive le résultat fonctionnel? Dans cette petite étude cas témoin qu'on avait fait avec les malades à Clichy, eh bien, on avait apparié de résultats fonctionnels d'anastomose ridoux à des anastomoses index qui allaient bien, et globalement un résultat fonctionnel qui était superposable. Donc ça veut dire que le résultat fonctionnel de la ridoux iléo-anale est loin, très loin, d'être toujours catastrophique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. En attendant la première question, est-ce que tu peux nous dire quels sont les éléments qui peuvent quand même faire évoquer une dysfonction du réservoir? Parce que c'est toujours quelque chose une question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a des éléments cliniques qui doivent nous dire là, il faut aller renvoyer le patient chez le chirurgien rapidement? Je ne suis pas certain, en fait. Je crois que la première chose, et quand même le plus fréquent, on le voit sur les tableaux de suite, c'est la pochite. Clairement, la pochite, donc ça veut dire un résultat fonctionnel qui va bien et qui se détériore de manière brutale, c'est un problème. Je pense que finalement, le tableau d'une dysfonction, c'est un patient qui n'a jamais été bien, qui est stable malgré toutes les modifications alimentaires, qui n'a pas de douleur, qui n'a pas de rectorragie, mais qui a un résultat fonctionnel nul.